Bonsoir, bonjour au Conspiratorium. Soyez les bienvenus encore, très chers conspirés, je suis votre frère Bertin Bahaya. Vous savez, j'ai toujours dit et j'ai toujours demandé que le militaire congolais soit le mieux payé en Afrique. Pourquoi? Parce que il se bat pour des valeurs inestimables, humaines, matérielles. C'est eux qui maintiennent la cohésion territoriale, c'est eux qui tombent au front. Et c'est eux qui donnent la chance aux Congolaises, aux Congolais de vivre bien et heureux chaque jour. Quand nous, on dort, et ils sont en train de se battre, à creuser les tranchées, à se faire tirer dessus, dans la survie chaque jour. Et pourquoi il faut mieux payer le soldat? Car le travail qu'il fait, personne d'autre ne peut le faire. Quand on parle de sacrifice ultime, c'est bien celui-là, celui du soldat. Il n'y a personne d'autre qui fait un sacrifice pareil au soldat. Parce que quand ça chie, quand ça va mal, tout le monde cherche à se cacher, à se protéger. Le soldat, lui, il sort de sa cachette, il va vers le danger. Il avance vers ce qui menace les gens qu'il aime, les gens qu'il protège. Et le pays qu'il aime, le pays qu'il protège. Lui, il avance. Et les chances de survie sont presque nulles. Si quelqu'un vous dit qu'il s'en va au combat et qu'il a l'espoir de revenir à la maison, c'est qu'il ne comprend pas de quoi il parle. C'est qu'il n'a jamais appris ce qu'une guerre est. Car quand on y va, il y a des chances. D'ailleurs, les probabilités sont tellement élevées que la personne ne reviendra pas. Et c'est une chance immense. Juste une chance. Ça n'a rien à voir avec l'entraînement reçu. L'entraînement reçu, c'est juste pour aider à la survie. Ça aide à la survie. Au lieu que tu meurs 3 jours après, tu peux mourir 6 jours après, 6 mois après ou 6 ans après. Et tu peux revenir à la maison. Mais c'est la chance pure. Aujourd'hui, il y a un pays qui vient de comprendre qu'il faut bien payer le soldat. Et ça, je veux le dire aux autorités congolaises. Les politiciens, les administrateurs et tant d'autres gestionnaires détournent de sommes colossales d'argent en valeur de dollars. C'est incroyable, c'est ahurissant. Quand une seule personne peut s'accaparer de plus de 200 millions, déféré devant les cours et tribunaux, un jugement à la légère est rendu, la personne est transférée dans les maisons pénitentiaires et le lendemain, pour une raison quelconque, on lui trouve une raison de le mettre dehors. Les biens qu'il avait volés, l'argent qu'il avait détourné, les deniers publics qu'il a dilapidés ne reviennent pas. On ne sait pas où ça se trouve. Et personne ne pose de questions. La même personne revient et avec arrogance est au Parlement ou au Sénat en train de nous envoyer encore balader. Je parle de certains que vous connaissez. Je parle de l'homme de Bukangalonzo, par exemple. Matata Pognon à lui-même a volatilisé plus de 280 millions de dollars. Il y a eu des rumeurs où on voulait lui poser des questions et puis ça s'est éteint. Il y a l'autre pour le projet de 100 jours, Kamere. L'argent est détourné, déféré devant les tribunaux, puis trouvé coupable, envoyé au pénitencier, puis tout d'un coup, puis il est dehors, et voilà. Nous l'avons aujourd'hui, nous l'avons eu comme ministre de l'économie, et puis maintenant nous l'avons comme président de l'Assemblée nationale. L'argent, on ne l'a jamais vu. Il y a tant d'autres. Ceux qui ont gonflé
les factures des puits d'eau, vous les connaissez, certains ministres des Finances, ils sont là tranquillement à savourer de l'argent qu'ils ont, hélas, subtilisé. Ils sont tous là. Et je ne cite que ceux-là. Oh, il y a des vidéos du pasteur Tounassi et du pasteur Roland dont les gens ont fait des messages quand ils sont en train de s'en prendre aux politiciens qui détournent les fonds publics, les deniers publics et qui oublient le peuple. C'est bien fait, celui qui a fait le mixage a bien fait le boulot. J'aime ça. J'aime ça. Et curieusement, dans ce mixage maintenant, on a étalé les grands chefs politiques chez nous, assis sur les chaises, là devant. Et les prédications lapidaires sont derrière eux. C'est cool. J'aime ça. Et les gens qui, parfois, par mégarde, par méchanceté, osent citer le nom de Tshisekedi dans des choses comme ça, devraient y penser 2 fois. Car il n'y a pas une seule personne au monde qui est sculptée au peigne fin, qui est investiguée dans le moindre détail pour qu'on trouve quelque chose contre lui, comme Félix-Antoine Tshisekedi. Les Occidentaux voudraient tellement le griller et le manger tout rond. Ils font tout, ils investiguent tout le monde, ils ne tombent que sur des collaborateurs lointains ou qui sont tellement doués dans le mal que lui-même ne peut pas le savoir. Parce qu'il est président de la République et notre constitution ne lui donne pas accès à la gestion des finances, à la gestion du gouvernement. Car le gouvernement est géré par le Premier ministre et ses ministres. C'est que le président de la République n'a pas vraiment une portion de gestion du quotidien du pays. Lui, il gère la politique externe du pays et il trace seulement les grandes lignes de conduite du gouvernement et s'arrête là. Il est chanceux quand certains administrateurs peuvent poser des actes de caractère à soutenir sa vision, à soutenir son plan de reconstruction du pays. C'est rare qu'on le trouve. Malheureusement, les militaires, eux, on ne peut pas en parler. Car ce qu'ils font de bon, personne ne peut en parler. Le service militaire est spécial. On ne peut pas parler des prouesses des gens. Mais sinon, on parlait des prouesses de beaucoup de soldats au front. Et ces soldats-là, comme on ne sait pas ce qu'ils font, on ne les rend pas hommage. C'était le service du gouvernement, c'était le service de communication. C'est eux qui devaient faire ça pour redorer l'image de l'armée. On devait faire, vous savez, aux États-Unis, vous allez voir un soldat qui revient de la mission, ou sa femme à l'aéroport, sa femme va l'attendre, ou il surprend son enfant à l'école, les caméras sont là, il surprend sa femme au travail, les caméras sont là. Tout ça, c'est pour montrer le côté humain, le côté... oui, le côté humain du service, et surtout le côté spécial de ce service-là. C'est ainsi que les Américains pensent que leurs soldats sont des héros. Même s'ils sont en train d'égorger les humains dans d'autres pays, même s'ils ont rasé la Libye et tué les Libyens, renvoyé le pays à l'âge de pierre taillée, même s'ils ont saccagé l'Irak et tué près des millions d'Irakiens, même s'ils ont saccagé la Syrie et ils continuent aujourd'hui, même s'ils sont en train de faire saccager l'Ukraine, et les Américains pensent que leurs soldats sont des héros parce que les relations publiques projetées, l'image du soldat projeté. Que dire du soldat qui se bat pour son pays? Alors, les soldats américains ne se battent pas pour les États-Unis, ils se battent pour l'Empire.
l'empire des États-Unis. C'est différent du pays, de l'État. Le citoyen quotidien des États-Unis vit dans un État appelé États-Unis, pendant que ceux qui dirigent vivent dans un empire qui va projeter la puissance à l'extérieur et saccager tout sur son chemin. Quant à se créer d'ennemis, ils s'en foutent. Quant à faire grincer les dents, ils s'en foutent. Quant à détruire des vies et des millénaires de construction des pays, ils s'en foutent. En principe, on devait déclarer des parias, des personnes non grata au pays quand ils reviennent parce que ce sont des actes criminels. Mais eux, ils répondent aux ordres. Les ordres sont donnés par les dirigeants. Ce qu'on ne devait pas, ne fût-ce que faire leur apologie, les soldats. Mais à cause des relations publiques, de la télévision, toute l'image qu'on donne à ça, on les prend pour des héros aux États-Unis. J'aimerais voir ce qui arriverait quand un jour les Américains vont devoir vivre sous les coups de balle chez eux. Que leurs soldats soient obligés de se battre sur leur propre territoire. J'aimerais voir si encore leur peuple les appellerait des héros quand ils iraient à l'extérieur pour faire des guerres à d'autres pays paisibles. Ils ne veulent pas qu'un autre pays puisse vivre en paix. Ils ne veulent pas que notre pays puisse prospérer, si ce n'est par eux. Tu acceptes que les Américains puissent venir dans ton pays, gérer le pays, exploiter le pays, qu'eux ils prennent ce qu'ils peuvent prendre et qu'ils te laissent le reste. Et surtout, que eux le veillent comme cela. À ce moment-là, ils te protègent. Sinon, ils viennent détruire le pays. C'était le cas de l'Irak. L'Irak était un pays qui était prospère. L'Irak était bien. Avant 91, l'Irak était bien. Ils l'ont envoyé dans une guerre de 8 ans contre l'Iran, une guerre qui a épuisé les économies des deux pays. Quand ils ont dit à l'Irak, nous allons tout te donner et quand tu viendras, parce que tu seras battu pour les autres pays du Golfe, ils vont payer la facture. L'Irak est allé. L'Irak en sort amoché complètement, presque à genoux. L'Irak dit, payez-moi, on dit, mange la... Il n'y a personne qui va te payer. L'Irak dit, je vais prendre une partie du Koweït. Car le Koweït est en train d'ailleurs d'exploiter de l'essence, du pétrole, en passant en dessous sur mon territoire. Les Américains ont dit, nous, on ne s'en mêle pas. Ah, les Irakiens ont compris, ils nous disent d'y aller parce qu'ils ne vont pas s'en mêler. Les Irakiens, ils se sont fait aplatir par les Américains. Plein de choses que les Américains ont fait. Ils ont perdu toute leur guerre, sauf celle contre comment s'appelle le petit pays là, sous l'Amérique là, un petit pays, un îlot là, ils ont gagné ça. C'est ça la seule guerre qu'ils ont gagnée. Mais sinon, ils n'ont jamais gagné une seule guerre. Ils vous ont dit qu'ils ont gagné au Vietnam, mais vous savez vous-même qu'ils ont perdu. En Corée, ils ont perdu. Et quand ils ont perdu, ils ont demandé qu'il y ait cessé le feu. C'est ainsi qu'on a eu les deux Corées. C'est un cessez-le-feu. La guerre, on n'a jamais fait de traité de paix. Non, c'est la guerre qui continue. Mais il y a eu un cessez-le-feu parce qu'ils étaient en train de perdre. Et ceux qui soutenaient la Corée du Nord, en l'occurrence la Chine et la Russie,
ont accepté parce que c'était une guerre en laquelle ils n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Ils ont accepté ça comme ça. Alors la guerre s'est arrêtée. Les Américains avaient tenté de faire la même chose au Vietnam, entre le Vietnam du Nord et du Sud. Mais les Vietnamiens du Nord, les Viet Cong, étaient tellement rapides. Et surtout aussi, il faut se dire que les Russes avaient déjà eu, et les Chinois avaient déjà eu leur leçon de la Corée. Ils disent, ah, quand les Américains sont mal menés, ils demandent toujours un cessez-le-feu des négociations et finalement, ils vont pérenniser des hostilités. Alors, ils n'ont pas écouté les Américains. Les Américains ont négocié, non, ils n'ont pas écouté. Les Viet Cong ont suivi les Américains. Ils ont même assiégé l'ambassade d'Amérique à Hanoï. Et voilà, les Américains se sont sauvés. Quelle autre guerre? Ils n'ont pas gagné de guerre. La Première Guerre mondiale, c'était les Russes qui l'avaient encore gagnée pour eux. La Deuxième Guerre mondiale, c'était des Russes qui l'avaient gagnée pour eux. Quelle guerre les Américains ont-ils gagné? Aucune. Aujourd'hui, ils sont en train de perdre en Ukraine. Comme ils perdent en Ukraine, ils se disent, allez, fuck it. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lance tout ce qu'on a contre les Russes. C'est ainsi qu'ils commencent à lancer des missiles à longue portée contre les Russes. Et les Russes ont envoyé Oreshnik. Le bon vieux Oreshnik est venu à détruire une usine de fabrication de missiles en Ukraine. Ils n'ont pas vu une explosion. Ils n'ont pas entendu une explosion. Ils ont entendu l'impact. Quand ils sont venus revoir, tout était en cendres. Il n'y a pas d'image. Tout a été censuré. On ne montre rien. Tout s'est volatilisé. C'est une arme que seuls les Russes ont. Ça fout la trouille aux Occidentaux. Au lieu de dire marchons, faisons marche arrière, non. Ils passent à une autre vitesse. Ils se décident que tous les alliés de la Russie vont être attaqués. Comme on ne peut pas détruire la Russie en Ukraine, on va diriger des représailles contre les amis, contre les alliés de la Russie. Et il y a 2 jours, la Syrie encore. Vous vous rappelez, les Américains tiennent toujours les champs pétroliers de la Syrie qu'ils exploitent depuis ce temps-là, avec un grand territoire. Les Turcs aussi ont un grand territoire de la Syrie qu'ils occupent dans le nord de la Syrie. Il y a 2 jours, les Turcs et les Israéliens, les Américains, sont encore venus avec plein d'autres groupes, armés. Et au moment où on se parle, on dit encore qu'ils ont repris la ville de Aleppo. Aleppo, c'est la plus grande ville de ce pays-là. Et c'est la ville des chrétiens. C'est là qu'ils avaient organisé des massacres de grande échelle des chrétiens. Et ce que le gouvernement syrien a pu sauver, ils les ont transférés à Damas, la capitale. Un pays musulman qui se bat pour les chrétiens, pendant que les chrétiens eux-mêmes dans tout le monde entier s'en foutent de la vie et du sort d'autres chrétiens. Vous allez au Liban, au sud du Liban, où les Israéliens sont en train de tout raser. Tous les chrétiens qui étaient dans ce coin-là, massacrés. Et d'autres se sont sauvés. Et pourtant, c'est un coin tenu par les musulmans de Hezbollah.
Et ces musulmans de Hezbollah étaient bien et protégeaient les chrétiens qui vivaient là-bas. Dans ces régions-là, il n'y a pas vraiment de guerre de religion. Quand vous voyez ça, c'est parce que c'est créé par les Occidentaux qui veulent fragiliser ce peuple-là et les lever les uns contre les autres afin qu'ils puissent s'entretuer. Et ils vont asseoir leur pouvoir par Israël. Si vous regardez les badges que portent les soldats israéliens, avec la carte d'Israël dessus, mais ce n'est pas seulement Israël que nous connaissons aujourd'hui, ça prend une part, la Syrie, ça prend la Jordanie, l'Irak, une partie de l'Iran, le Liban et toute la Palestine. Tout, c'est ça qu'ils appellent le grand Israël. C'est ça qu'ils visent. Les Américains n'ont rien à perdre dans tout ça. Aussi longtemps que leur pouvoir est maintenu par Israël dans le coin, ils vont tout faire pour Israël. Et les chrétiens sont toujours les premiers à être massacrés par eux. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, il y a beaucoup de chrétiens aux États-Unis. Il y a des grands pasteurs, des grandes églises catholiques, mais vous n'entendez pas ces pasteurs-là parler pour la protection de ces chrétiens qui se font massacrer là-bas. Jamais. Tous ces pasteurs-là sont toujours derrière Israël. Oh, notre foi judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne? Le judaïsme et le christianisme, ce n'est pas deux religions, frères et sœurs, je veux dire. Ce ne sont pas deux religions d'ensemble, ils n'ont pas les mêmes bases, ils n'ont pas les mêmes croyances du tout. Alors il ne peut pas y avoir une foi judéo-chrétienne, ça n'existe pas. On ne peut pas à la fois être de la foi judéo, ou de la foi juive et de la foi chrétienne. Ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Notre foi musulmano-chrétienne, est-ce que vous acceptez ça? Si vous ne pouvez pas accepter qu'il y ait une foi musulmano-chrétienne, alors pourquoi vous acceptez une foi judéo-chrétienne? Ça vient d'où? Ça vient des sionistes. Ce sont les sionistes qui ont amené ça aux États-Unis. Ils ont payé les pasteurs qui doivent prêcher Israël, prêcher le soutien à Israël par tous les moyens. Oh, celui qui bénit Israël sera béni par Dieu. Mais oui, c'est écrit dans la Bible, mais on ne parle pas de citer Israël. Là, ce n'est pas ça l'Israël de la Bible. Car les Israélites sont là. Les Palestiniens, les Jordaniens, tout ce peuple-là. C'est des peuples sémites. Si vous voulez parler de l'antisémitisme, si vous faites quelque chose d'antisémitique, c'est que vous faites quelque chose contre les Palestiniens, contre les Juifs, les Jordaniens, vous faites quelque chose contre les Syriens. Les Syriens, oui, ce sont des peuples sémites. Le seul endroit où il y a encore un peuple qui parle la langue là, dont on dit que c'était la langue que Jésus parlait, ce peuple-là est en Syrie. Ça s'appelle, comment s'appelle la langue? L'arien? C'est ça la langue arienne? Je pourrais me tromper là-dessus, mais ça, ils sont en Syrie. Et on les a tués avec les chrétiens. Le président Bachar al-Assad a toujours vécu. Donc, ces musulmans-là vivaient avec les chrétiens sans problème. Et dans ces pays-là musulmans, vous allez en Jordanie, vous allez en Iran, vous allez en Irak, vous allez partout. Ces chrétiens-là vivaient avec les musulmans tranquilles. Le vendredi, vous voyez,
les musulmans qui vont à leur culte. Le dimanche, vous voyez les chrétiens aller à leur culte. Le samedi, vous voyez les juifs de ces pays-là. Est-ce que vous savez qu'il y a une grosse collectivité juive en Iran? Ils ont même des représentants à la Chambre des représentants, des députés, là-bas chez eux. Donc, qu'on ne vous mente pas, on veut détruire seulement ces pays-là. Parce que ceux qui dirigent Israël aujourd'hui veulent détruire tous ces pays. Est-ce que vous ne voyez pas certains juifs qui sont en train de militer pour la cause d'Israël? Vous ne les voyez pas? Les juifs là qui portent des chapeaux ronds noirs là comme ça, et ils ont des barbes comme ça. Vous ne les voyez pas? Qu'on appelle des juifs orthodoxes. Vous ne les voyez pas? Qui soutiennent et militent pour la cause palestinienne. Ils sont traqués, ils sont battus, ils sont même tués. C'est pour vous dire que cette affaire-là de juifs, il y a à manger et à boire, que nous, on ne connaît pas. Parce que nous aimons gober les religions qui viennent d'ailleurs, juste comme ça, sans se poser des questions. On nous fait croire n'importe quoi. Et nous acceptons. La raison pour laquelle je parle de toutes ces choses, je reviens à ce qui se passe en Syrie. Quand l'armée islamique, qui n'était rien d'autre, vous appeliez ça armée islamique en français, mais quand on en parlait en Amérique du Nord, on disait ISIS. ISIS n'est rien d'autre que Israel Special Intelligence Service. C'était le service d'intelligence israélien. ISIS. On vous a dit armée islamique. Les islamistes, il n'y a personne qui les aime là-bas. Là. Ils ne sont pas de la religion musulmane. Ils n'ont pas la foi musulmane, les autres. Ce sont des tueurs qui vont tronquer la signification de la religion musulmane, de l'islam. Les musulmans pratiquants, les vrais, ne les aiment pas. On ne les aime pas dans ces pays-là. La Syrie, quand ces gens-là sont venus détruire la Syrie, et qu'ils étaient à 15 km de la capitale Damas, le président syrien a pris un vol d'urgence vers Moscou. Quand il était dans le besoin et qu'il était mal pris, il est allé à Moscou. Avant cela, tous ses voyages, c'était des tapis rouges à l'Élysée en France, des tapis rouges à Londres, en Angleterre, des tapis rouges à Washington, aux États-Unis. Il n'allait pas à Moscou. Il n'allait pas en Russie. Mais quand il a été mal pris, c'est là qu'il est allé. Pourquoi? Parce qu'il sait que les Russes sont un peuple fiable, un peuple avec des valeurs chrétiennes solides. Un peuple, les Russes sont des peuples qui ont toujours été avec les opprimés, les peuples opprimés. C'est ainsi qu'on a vu les soviétiques partout aider les peuples africains dans leur guerre pour acquérir les indépendances. Et quand ils aidaient les Africains accédaient à leur indépendance, on ne voyait pas les moscovites là-bas, on ne voyait pas les Russes rester, ils s'en allaient chez eux. Ce qu'ils faisaient, c'est juste aider ces pays-là et c'est tout.
ceux qui se battaient pour les indépendances de leur pays. Et les africanistes de ce temps-là, tous, ou mettons la plupart, allaient étudier dans l'Union soviétique, aux frais des soviétiques. Toute forme de formation médicale, juridique, économique, politique, militaire, c'était sans frais. On nous respecte là-bas. Bachar al-Assad court vite vers le sauveur des opprimés. Les Russes sont venus 2 heures de temps après. Et ils ont renversé la vapeur. Ils ont repoussé les ennemis. Ils ont sauvé la Syrie. Maintenant, à partir du moment où ce pays-là est sauvé par les Russes, au lieu de s'organiser, au lieu que le gouvernement syrien, oui, je comprends qu'une grosse partie de ses entrées économiques et en argent, c'est retenu par les Américains qui ont pris leur champ pétrolier, c'est parce que c'était leur principale source de revenus. On leur a privé, c'est qu'ils ont des difficultés économiques énormes. Ils ne payent plus leurs soldats. Des salaires maigres. Vous savez, quand vous voyez un général syrien à qui on donne 15 dollars, 20 dollars, 15 dollars, 20 dollars le mois pour ces petites dépenses, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait avec? Rien. Imaginez-vous le soldat, il reçoit combien? Malgré l'aide massive de la Russie, mais ce n'est pas assez. Et ce n'est pas la Russie qui leur a amené cette guerre. La Russie est venue les aider à finir cette guerre-là. C'est que ces soldats-là, mal payés, mal nourris, étaient là comme ça. Pas d'entraînement, pas d'équipement, pendant tout ce temps. Et les Américains ont vu ça. Ils vivent là. Ils sont là. Les Turcs voient ça. Ils vivent là, ils sont là. Les Israéliens. Et maintenant, il y a 2 jours, les Turcs, les Israéliens, ont attaqué. Ils ont repris la ville d'Aleppo. Au moment où on se parle, il y a quelques pilotes russes qui viennent encore avec des avions pour les pilonner, pour les repousser un peu plus loin. Mais les avions n'arrêtent pas la progression du soldat au sol. Le combattant au sol, lui, va avancer, pareil. Le bombardement aérien sert à arrêter des troupes mécanisées. Il faut des troupes au sol. Et les troupes syriennes, quand on est venu le voir, on a corrompu les généraux, on a corrompu le colonel qui était là, parce que les gens qui n'ont rien, pendant que les rebelles, soutenus par la Turquie, et l'Israël et les Américains, reçoivent 1000 dollars, 3000 dollars, 5000 dollars par mois. Est-ce que vous pensez que les soldats syriens, quelques patriotes qu'ils soient, quelques invétérés d'esprit patriotique qu'ils soient, le ventre sur le ventre, on lui a donné un peu d'argent, il a abandonné son poste. Et l'ennemi a pris le poste sans se battre. Je dis toujours aux autorités congolaises, payez bien le soldat congolais. Il se bat sur un territoire grand de 2 345 000 km². Il se bat contre les armées soutenues par les Occidentaux.
en moyens inégales, mais il se bat. Payez-le bien. Prenez soin de lui et de sa famille. Rendez ce service-là attrayant pour les autres Congolais. On n'a pas d'usine parce qu'il n'y a pas des investisseurs qui viennent. Nous-mêmes, on n'a pas d'argent. Les anciens gouverneurs du pays, ceux qui ont fait 20 ans au gouvernement, 20 ans au pouvoir, je veux parler de Kabila et ses acolytes, n'ont pas investi dans le pays. Ils ont passé 20 ans à dilapider, à voler, à détourner. C'est que le pays n'a rien. Le seul service aujourd'hui qui peut employer la Congolaise et le Congolais, c'est son armée. Alors pourquoi ne pas faire de cette armée une grosse machine de guerre? La rendre attrayante. Vous savez, vous n'avez pas besoin de faire de grandes publicités pour intéresser le Congolais. Non. La publicité devrait être le soldat qu'ils voient de leurs yeux. Leur frère qui est allé dans l'armée, leur soeur qui est allée dans l'armée. On voit sa vie changer. On voit la vie de sa petite famille changer. On le voit se construire une belle maison. Par le salaire. Si on le payait $1000 par mois, le soldat zéro, là, le soldat Lokili, recrue, on lui donne $1000 par mois. Je vous assure, les rues vont se vider, les universités vont se vider, tout le monde va vouloir aller dans l'armée. Et nous allons avoir une armée de choc. Nous allons avoir l'effectif qui va contourner notre pays, qui va surveiller les 9 frontières du pays avec des moyens redoutables. Quand l'ennemi regarde, il se dit, je ne vais pas là. Les autorités de son pays disent, nous allons faire une petite incursion dans le Congo. Il dit, c'est pas vrai. Vous voyez ces gens-là? Vous voyez pas comment ils sont nombreux? Comment ils sont équipés? Comment ils sont motivés? Mais le soldat, là, qui se bat au front pour que le politicien fasse son travail, que le commerçant fasse son travail, que le OR conduise sa moto, que les diamantifères, je ne sais pas, les creuseurs fassent leur travail. Lui, il ne reçoit rien, ou presque. Je dis il ne reçoit rien, j'exagère un peu parce qu'il est de loin mieux payé et mieux entretenu aujourd'hui par ce nouveau président, Tshisekedi, par rapport à ceux qui avaient été là 20 ans. Quand Tshisekedi est arrivé, le soldat congolais ne valait rien. Aujourd'hui, ils sont fiers d'être soldats congolais, mais ça ne suffit pas. Si Fachi peut prendre les mains, parce qu'il est le commandant en chef des armées, donc la défense nationale, c'est lui, il décide de prendre l'argent et le mettre dans le soldat. Parce que l'arme la plus redoutable, ce n'est pas la Kalachnikov que vous donnez aux soldats. Ce n'est pas l'Oyana que le soldat tire des obus. Non. L'arme la plus redoutable, c'est le soldat lui-même. Ce qu'il a là-dedans. Ce qui se passe dans sa tête. Ce qu'il ressent dans son cœur. Vous avez un soldat qui est heureux, qui aime son travail, qui est fier de faire ce travail et qu'il prend comme profession. C'est un soldat qui marche couteau entre les dents. Il recherche l'ennemi. Il veut atteindre l'ennemi. C'est ce soldat-là, même quand il n'a pas une arme, il trouvera des moyens pour contourner l'ennemi, l'atteindre et prendre l'arme de l'ennemi, tuer l'ennemi avec et prendre cette arme-là pour continuer le combat. Mais un soldat démotivé complètement,
il vaut rien. Quand il va entendre le crépitement d'armes, il recule. Un soldat congolais qui a 80 $ ou 100 $, il est toujours mieux payé que les soldats des pays environnants, ça c'est vrai, hein? Ça c'est vrai. Un colonel qui a 300 $, il paraît qu'ils ont, un général, n'a pas grand-chose, mais par rapport au général des pays occidentaux, je vais dire. Mais si un général congolais peut avoir 5 000 par mois, un colonel peut avoir 4 000, un major 3 000, un capitaine peut-être 2 500. On descend un peu, on arrive au soldat qui a 1 000 $. Il a les avantages de primes. La prime d'éloignement. Il est loin de sa famille, il est loin de ses intérêts. La prime de danger. Il est à tout moment devant la mort. La prime qu'on appelle la prime du commandant. Donc un commandant qui se dit, je veux juste que mon soldat soit heureux, je vais lui augmenter sa prime. Donc le général Chiwewe qui se dit, moi je demande qu'il y ait telle prime, la prime du commandant. Ce sera un certain 10 $ qu'on ajoute aux soldats. Puis il y a la prime qui est une prime farfelue, mais qui existe en Occident, qu'on appelle les faux frais. Les faux frais, c'est quoi? Imaginez-vous un jeune soldat de 20 ans. S'il est à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer au soccer, au ballon avec ses amis, non? Il s'achète une boisson gazeuse ou il s'achète, je sais pas quoi, un petit sandwich à manger sur son chemin. Il s'achète de beaux vêtements, des belles chaussures. Il s'achète des bonbons, des bananes, partout il se promène avec ses amis. Ou il prend une petite bière. Il va au cinéma. Je pense qu'il y a des cinémas. Du temps où j'étais jeune, il y en avait des cinémas à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, il y en avait partout. Dans toutes les zones, là, il y en avait. Peut-être quand on allait dans les zones rurales, il en manquait, mais quelquefois on faisait des petites projections dans les paroisses pour nous montrer des choses, des films. Donc, on avait des cinémas partout. Mais maintenant, lui ne peut pas aller au cinéma, il ne peut pas faire toutes ces petites affaires-là parce qu'il est dans les tranchées. Il est sous la pluie. On appelle tout ça les faux frais. On met ensemble, on peut estimer, on met ça, c'était 50 $ par mois. On ajoute ça au soldat. Alors le soldat qui a 1 000 $ de salaire par mois de solde par mois, vient maintenant de se retrouver avec peut-être un autre 100 $ ou 200 $ de plus. Il a maintenant 1 200. Vous voyez, un soldat comme ça, vous pensez qu'un ennemi peut venir juste se balader chez nous? Non. Le soldat va se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Donc, jusqu'à rendre l'âme. Mais aujourd'hui, ils se battent jusqu'à rendre l'âme pour des cacahuètes. Est-ce que vous pensez que c'est normal, ça? Ce n'est pas normal. Parce que le pays a les moyens de les payer. Le pays a les moyens de le payer. Et le payer bien. Lui donner les meilleures conditions. La Sodimisa n'existe plus. La SNCZ n'existe plus. La GECAMINE est en train de renaître de ses cendres. La MIBA n'existe plus. La Sominki n'existe plus. Le mine d'eau de Kilomoto n'existe plus. Je suis en train de citer des compagnies que moi j'ai entendu quand j'étais jeune qui étaient chez nous. J'essaie d'en citer quelques-unes seulement. Orgaman n'existe plus, des choses comme ça. Sotraz n'existe plus. Même si Fachi a ramené un peu Sotraz actuel, qui souffre de manque de conscience des Congolais, qui sabote tout ça.
les universités et les professeurs se payent à même les étudiants, même si aujourd'hui Fatih a considérablement amélioré leur qualité de vie, avec de bons salaires, de meilleures conditions de travail, mais ils ont tellement longtemps baigné dans le péché le péché de la corruption, que c'est devenu un mode de vie, une seconde nature. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Ils ne peuvent pas dire non, le peuple n'a rien, mais nous avons quelque chose, on le laisse tranquille, on laisse les enfants étudier, que le meilleur gagne. Non. C'est soit, il faut que les jeunes femmes puissent céder à la libido des profs, que le jeune homme puisse toucher dans le fond de sa poche pour donner ce qu'il n'a pas, donc il doit prendre ce que les parents ont, ce que les parents n'ont pas, que les parents doivent aller par-ci par-là, creuser, faire n'importe quoi afin de trouver ça, afin que les enfants étudient, même pas, les enfants n'étudient même pas, ils savent que j'étudie ou pas, si je peux avoir un $100 de nos professeurs, ça me suffira pour avoir une belle note. Hey, c'est dangereux ça. C'est dangereux. Nous, les enfants de pauvres, à ce temps-là, on avait des difficultés à réussir là où il y avait de corruption. Parce qu'on n'avait pas l'argent à donner. Et en ce temps-là, ce n'était pas aussi monnaie courante. Même ceux qui corrompaient les professeurs, ils devaient utiliser des moyens subtils pour le faire. Et certains donnaient l'argent. Le professeur ne donnait pas ce à quoi il s'attendait. En ce temps-là, qu'est-ce qu'on pouvait donner à un professeur comme Kalongo Mikai? Moi, Bertin, là, j'ai un petit $100, des $100, je vais donner à Kalongo Mikai. Je vais donner à Mulumbalu Koji. Je vais donner à Kalombo Mbanga. Je vais donner à Chitambwe. Vous voyez, je ne cite que des Kasaïens. Hein. Pourquoi? Parce que c'est eux qui étudient chez nous. C'est eux qui étudient chez nous. Les autres sont dans les petites débauches à gauche, à droite. Mais les Kasaïens, hein, peut-être parce qu'ils étaient marginalisés. Hein, ils étaient tellement marginalisés, alors ils devaient se battre, faire tout pour réussir. Parce qu'ils ne comptent sur personne, ils ne comptent sur rien, alors ils doivent tout faire. C'est ainsi qu'ils ils vivaient dans les mêmes conditions que nous, peut-être mieux, peut-être pas, mais ils faisaient tout pour étudier et ils bossaient dur. Je viens de vous citer quelques professeurs que j'ai eus. Ils sont tous Kasaïens. Je peux maintenant citer Kamoizuku Ozol, qui est un gars de Bandundu. Raja Bin Saïdi, qui est un gars de Maniema. Je peux citer... comment il s'appelait l'orgueilleux là? L'orgueilleux, pour ceux qui ont été à Lumbashi. Pour ceux qui étaient à Lumbashi, c'était un philosophe comme ça. Ah, comment on a celui qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait contre les gens de Chilengue, il disait toujours, si tu viens de Chilengue, je sais quoi. Comment il s'appelait encore? Il a fait une grande distinction à la faculté de philosophie. Là. Comment il s'appelait? Mombo Kubele Nsuka. Mombo Kubele Nsuka. Qu'est-ce qu'il est devenu? Kamoizuku Ozol. Où est-ce qu'il est? Ah, bon, le vieux Tumbu Chamboui, je ne peux pas demander où est-ce qu'il est aujourd'hui parce qu'en ce temps-là, il était déjà vieux, hein? Mongo, le juge Mongo. Qu'est-ce que tu vas aller donner au juge Mongo? Il est juge à la cour tribunal des grandes instances de Lumbashi. C'est lui le président. Qu'est-ce que tu vas aller lui donner? J'avais Maître Mbouyo, il était avocat, un des grands avocats de Lumbashi. Puis avec Kabila, il va faire la politique, il va devenir ce que vous savez qu'il est.
Le professeur Nyabirungu, il est assistant. Non, non, il était professeur à l'université. Il était aussi conseiller juridique dans un ministère. C'était économie ou ministère de... C'était dans quoi? Tu vois, des gens comme ça, qu'est-ce que tu vas lui donner? Rien. C'est que c'était difficile de les corrompre. En ce moment-là, les gens réussissaient parce qu'ils bossaient, parce qu'ils travaillaient fort pour leur réussite. Et quand ces gens-là s'exprimaient, ceux qui réussissaient, quand on faisait des discussions de groupe, oui, on voyait de la matière sortir. Aujourd'hui, c'est rare. Il y en a. Parce que tout le monde n'est pas foutu. Il y en a toujours un bon quelque part. Il y en a un qui fait encore son travail et qui accepte de vivre dans la pauvreté au lieu de soudoyer les étudiants, au lieu de prendre le dernier sou de leurs parents. Il y en a toujours un. Un qui dit non, moi je ne vais pas abuser de petites filles qui viennent à l'université, elles ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Non, 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 je ne touche pas à ça. Moi aussi j'ai des filles. Mon frère a des filles. Je ne voudrais pas que quelqu'un leur fasse ça. Ok, je ne veux pas faire ça. Il y en a toujours. Mais à compter. Mais la grosse majorité, Kabila a tout détruit. Tout détruit. Et c'était son but. Son but, c'était de détruire le Congo. Tu ne peux pas détruire un pays sans commencer par sa plus grosse et sa plus merveilleuse ressource, c'est l'humain. Il a détruit le Congolais, il a détruit la Congolaise. Pour faire de toute la jeunesse des Koulouna. Aujourd'hui, Fatih arrive. Lui, au lieu de tirer sur des Koulouna comme on tire sur des pigeons, il les recueille, il les prend, il va les rééduquer, leur enseigner des métiers. Et avec ça aussi, leur donner une certaine identité, fierté d'eux-mêmes. Les enfants là qui se croyaient fiers à tuer les gens d'Akishasa, quand on les amène là, ils découvrent que non, ils étaient plus humains à faire cela. Maintenant, ils sont humains à servir leur pays, à faire les champs, à apprendre des métiers, comment conduire les tracteurs, comment conduire les trains, comment faire... Ils sont en train de produire à manger pour le pays. Voilà ce qu'un dirigeant fait. Payez bien le soldat. Continuez à faire ce que vous faites, monsieur le président, mais focalisez sur le soldat. Pour que notre soldat, quand ça va chier, qu'il ne puisse pas se dire « Qu'est-ce que je fais là? De toutes les façons, je vais mourir ici gratuitement, ma famille n'aura rien. Ma femme n'aura rien, mes enfants n'auront rien. » Mais quand ce soldat-là sait qu'il est bien payé, il est bien nourri, et qu'il y a un fonds que le gouvernement va consentir à sa famille, advenant qu'il meurt au combat, ou qu'il revienne du combat malade, malade à ne plus travailler, parce qu'il est post-traumatique, ou une grosse blessure, une jambe qui n'est plus là, les deux jambes ne sont plus là, un bras qui n'est plus là, que le gouvernement puisse le prendre en charge, l'envoyer aux études pour certains métiers qu'il peut faire encore, parce qu'il est jeune. Un jeune de 25, un jeune de 30 ans, tu ne le laisses pas comme ça, tu le retournes faire quelque chose de sa vie, lui donner une dignité. Mais dans l'entretemps, il ne manque pas à manger pendant qu'il étudie, il continue à avoir son salaire. Il continue à avoir certains avantages. Les soins médicaux des enfants, les soins dentaires de la femme, les enfants, de lui-même. Et une fois démobilisé, il a cette formation civile-là de son choix. On lui donne ça, il retourne travailler. Et même pendant qu'il travaille, pendant 2 ans qu'il est en train de travailler, on continue à lui donner un certain montant de son salaire. Ça peut être 70% seulement qu'on lui donne de son salaire parce qu'il travaille déjà. Mais pendant 2 ans, on lui fait cela.
hein, le temps qu'ils se remettent. Encouragez le soldat d'avoir un fonds à côté. Vous payez un salaire de soldat, vous prenez de son salaire, vous coupez un peu, vous mettez dans ce fonds-là pour lui. Et quand c'est rendu à un certain montant, vous l'obligez à se construire une maison avec ce montant-là qu'il mettait toujours de côté. Et le gouvernement vient subventionner à une certaine concurrence, ça dépend du montant que le soldat a accumulé. Un général ne va pas avoir la même accumulation qu'un sergent, qu'un capitaine, non. Mais chacun, selon ce qu'on lui coupait de son soldat, sa solde, je vais dire, et puis le gouvernement vient donner une petite subvention, il se construit une petite maison. Un terrain que le gouvernement l'aide à acheter dans un coin qui est bien. Si on veut qu'on fait, non, tous les anciens combattants vont commencer à acheter seulement dans tel coin. Ce soldats-là qui viennent, qui sont des anciens combattants comme moi, en un coin, soit le gouvernement se dit, ici, on va toujours vous vendre des parcelles à des prix concurrentiels et nous allons intervenir pour vous. Ils ont des petites parcelles bien coquettes et puis ils construisent des petites maisons selon leurs moyens et les subventions du gouvernement. Mon Dieu! Mais qui ne va pas faire l'armée? Mais vous allez avoir une armée redoutable. Parce que les soldats sont motivés. Ils savent qu'ils ne font pas ça pour rien. Les soldats syriens ont abandonné leur poste. Ils ont fui devant l'ennemi. Vous pensez qu'ils le font avec joie? Parce qu'ils s'étaient battus avant. Ils s'étaient battus avant pour leur pays. Ils croyaient à leur pays. Mais après ça, le pays les a délaissés. Oui, je comprends. Le président Bachar Assad ne détourne pas les fonds, il ne va pas les mettre dans des banques en Occident. Non, il n'a pas ça. C'est parce que les Américains ont pris leur territoire pétrolier. Je peux excuser un peu le président. Mais ça ne change rien, la qualité du soldat n'était pas là, le soldat ne sentait pas le besoin de se battre. Il n'a même pas la force de se battre. Démotivé complètement, il n'y a rien dans la tête ni dans le cœur. Ils ont abandonné leur poste. Et là, le peuple est en train de crier, Russie, Russie, viens nous aider, Russie, viens nous aider. La Russie est occupée à se battre contre toutes les forces de l'OTAN. Aujourd'hui, l'OTAN veut fragiliser l'Iran en détruisant tous les pays où l'Iran vient aider, soutient les milices qui chassent les Occidentaux. Alors, on attaque ces pays-là, on a attaqué le Liban contre Hezbollah, on a attaqué la bande de Gaza contre le Hamas. La Cisjordanie, elle est toujours à genoux, elle ne se bat jamais. La Syrie, là, on retourne, parce qu'ils savent que les Russes sont très occupés à faire autre chose. Il y a 2 jours, la Russie vient de déployer des troupes au Kazakhstan parce qu'on vient de vouloir renverser le gouvernement au Kazakhstan. Les Occidentaux, bien entendu. Regarde. Il y a tellement de pays. Vous savez quoi? Au Burkina, au Mali et au Niger, les Occidentaux veulent renverser ce pouvoir-là. Parce que ce pouvoir les rejette. Et dès que ce pouvoir les ont rejetés, ils ont commencé à travailler pour leur peuple. Et le peuple sont heureux de voir le changement de leur vie. Je vis le président sénégalais, non, burkinabé, Ibrahim Traoré, qui était fier de montrer les inventions des scientifiques de son pays. Il est tellement fier qu'il demande à d'autres pays africains, venez ici chez nous apprendre. Un pays comme le nôtre, la RDC, qui a les moyens colossaux, même quand le Rwanda a pris la mine de Rubaya et d'autres mines là-bas, là. Mais nous avons d'autres moyens colossaux. Comment on ne prend pas, j'ai vu des Congolais qui ont fabriqué
des petits missiles. Tout commence par là. On devait aller les chercher, les prendre comme des œufs, les traiter avec délicatesse, donner des subventions, suivre ces gens-là, ces jeunes gens, les amener à se dépasser et à créer des armes pour le pays. C'est quand on a des gens comme ça qu'on investit dans les industries d'armement. Un pays comme le nôtre, qui doit se battre toujours pour sa souveraineté, devait avoir non seulement des industries d'armement, mais des écoles, des vraies écoles militaires, des vraies académies militaires, où on apprend les bonnes philosophies de guerre, les bonnes tactiques de combat, et où mieux aller. On devait avoir des Congolais, nos officiers supérieurs, aux côtés des Russes pour apprendre comment les Russes sont en train de tenir le monde entier en échec sur le champ de bataille. C'est là qu'ils devaient être, et non pas aller les faire balader dans des ministères de défense de l'Occident pour qu'ils y apprennent quoi. C'est sur le terrain qu'on voit qui c'est quoi. Et là, nous voyons que les Russes connaissent l'art du soldat, l'art de la guerre mieux que nous en Occident. Maintenant, nous sommes en train de garrocher, de jeter tout sur les Russes et d'une manière indiscriminée. Donc, on veut juste causer de la mort. Civile ou pas, on s'en fout. Lancer des missiles sur la Russie. Ils savent que les Russes ne peuvent pas riposter comme cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de gagner. Sinon, s'ils ripostent de la même manière, ils perdent cet avantage et se retrouvent dans une grosse, beaucoup plus grosse guerre qu'ils ne peuvent pas contrôler pendant qu'ils sont seuls. Alors les Russes sont en train d'y aller juste par des frappes tellement chirurgicales et puissantes pour démoraliser l'ennemi, pour lui dire attention, nous sommes capables, si nous te frappons comme ça, tu ne vas pas survivre. Si nous te faisons ceci, tu ne vas pas survivre. Regarde combien de cercueils de soldats occidentaux sont en train de retourner dans leur pays. Des officiers qui sont encore actifs dans les armées. Biden vient de demander à toutes les milices aux États-Unis, et il y en a beaucoup, d'aller en Ukraine. Donc on les paye pour aller là-bas, afin de combattre les Russes. Mais malgré ça, ils ne sont pas capables. Tous les pays occidentaux ont envoyé leurs soldats de fortune, donc les gens qui peut-être ils sont à la retraite, ils veulent se faire de l'argent facile. Parce que vous savez, un mercenaire ne vient pas mourir pour notre pays. Il vient faire ce qu'il peut et non pas ce qu'il doit. Quand il trouve que ici, là, ça va mal, il se sauve. Le seul moment qu'il ne se sauve pas, c'est quand il est malheureux de recevoir sur sa tête le Oreshnik russe. Quand Iskander descend sur sa tête, il n'a rien à faire pour se sauver. S'il pouvait se sauver de Iskander, il pouvait se sauver tout de suite. S'il pouvait, ne fût-ce que voir Oreshnik ou l'entendre arriver, il pouvait. Mais l'arme est tellement puissante, tellement rapide, que les batteries antiaériennes ne bougent même pas. Bosso au moment n'a bâtir il y a penalty. Un tireur est tellement habile et précis que le gardien ne bouge même pas. Parce que le gardien
est tellement en retard par rapport au tir du tireur, une tautologie, mais que vous allez me permettre, et que c'est précis, que le gardien ne bouge pas. C'est ça ce que Oreshnik a fait aux batteries antiaériennes des pays occidentaux. Ils n'ont pas bougé parce qu'ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont même pas entendu. Et quand ils l'ont entendu, c'était à l'impact. Gardien yoki ka bato bi wow bi côté atala oui bien sûr côté. Lui il n'a rien vu. C'est ça. On doit investir dans ceux qui protègent le pays. Le soldat, le policier, les autres services connexes. Les Wazalendo. Les Wazalendo font le travail que le soldat ne peut pas faire. Le soldat a une philosophie à faire, il a des ordres d'engagement à respecter. S'il y a un cessez-le-feu, il ne doit pas passer à l'offensive, il ne doit pas tirer sur l'ennemi. Et à chaque fois que l'ennemi tire, lui, il attend les ordres de riposter, les ordres ne viennent pas. Et tout d'un coup, l'ennemi demande un cessez-le-feu, l'ennemi a déjà pris une partie du territoire, ainsi de suite. Les Rwandais, eux, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça. Ils attaquent, ils prennent un territoire, ils demandent aux Américains d'exiger le cessez-le-feu, d'exiger les négociations. On s'arrête là. Et ils sont déjà avancés. Ils ont pris une partie du territoire. Le lendemain, ils attaquent encore. Ils prennent une autre partie du territoire. Oh, cessez-le-feu. Nous exigeons de cessez-le-feu. Oui, nous on arrête. Et ils prennent. Mais avec tout ce qui se passe, que les Occidentaux sont en train d'attaquer tous les amis, ou tous les alliés de la Russie, afin d'affaiblir la Russie, parce qu'ils ne peuvent pas le battre en Ukraine, la guerre ne va que s'amplifier chez nous. Ça va s'intensifier. Quand vous voyez les Rwandais, c'est une petite armée là. Ne pensez pas que quand ils s'éloignent des fronts frontaliers de chez eux là-bas, là, avec nous, et qu'ils s'éloignent, quand ils sont déjà à plus de 30 km à l'intérieur, ils sont vulnérables parce qu'eux, ils n'ont pas du personnel partout. Et ce sont des forces éparpillées par-ci par-là, disséminées par-ci par-là. Mais il faut les marcher dedans. Nous, quand on voit ça, on bat en retraite. Tel village, tel village. Vous pensez qu'ils sont nombreux à le faire? Ils sont très peu. Ils n'ont pas l'effectif. Mais nous, on veut suivre les Occidentaux, une poignarde dans le dos, de la même manière que la Turquie vient de faire. Il y a 3 jours, le président russe parlait avec le président turc, il y a 3 jours. Et ils étaient en train de parler de leur coopération économique, comment leurs économies sont en train d'avancer à force de travailler ensemble, tout ça. Et pourtant, pendant tout ce temps, la Turquie était dans le coup de réattaquer la Syrie, qui est l'allié de la Russie, donc attaquer la Russie. Parce qu'il faut affaiblir la Russie. Turquie continue à donner des armes à l'Ukraine. Turquie ne reconnaît pas les territoires indépendants des Ukrainiens qui ont demandé de se joindre à la Russie. Pendant qu'il y a eu le référendum en bonne et due forme. Mais la même Turquie vient voir la Russie. Est-ce que vous pouvez militer pour nous? Nous voulons entrer dans le BRICS. Hein? BRICS, vous voyez, hein? Faites attention, hein, qui vous prenez chez vous, là. Vous amenez une chauve-souris comme ça,
Mais il va vous poignarder dans le dos là-bas. Hein. Le Burkina Faso doit s'attendre à une guerre de très haute intensité. Le Niger et le Mali, pareil. La RDC, oh que oui. Oh que oui. Parce que ces gens-là qui soutiennent le Rwanda viennent nous pousser beaucoup plus loin encore afin de prendre beaucoup plus de territoire dans notre pays. Et ce n'est pas seulement le Rwanda. Attendez voir ce que la Zambie va faire. Vous allez voir des revendications de la Zambie tout de suite là. Attendez, vous allez voir. La Zambie va réclamer, oh, tel territoire, c'est mon territoire, c'est entré tellement dans mon territoire, c'est comme un presqu'île, un Congolais qui est entré dans ma Zambie, oh, c'est notre territoire. Attendez, vous allez voir ça. Vous allez voir l'Angola qui veut dire, ah non, l'enclave de Cabinda, là, nous, on ne voit pas clair. Non, on doit quand même. Non, nous allons. Non, l'Ouganda va arrêter de nous payer notre droit d'exploitation de pétrole dans nos eaux territoriales. Et quand le Congo va réclamer, l'Ouganda va trouver. L'Angola, je voulais parler de l'Angola, pas l'Ouganda. Et l'Angola va nous faire la guerre. L'Ouganda, vous pensez qu'elle attend quelque chose? Elle est déjà prête. Les armées rwandaises et ougandaises sont en symbiose. Ils viennent là. L'Ouganda a déjà commencé à empêcher nos pêcheurs d'aller dans les eaux jusqu'à une certaine profondeur dans le lac Albert ou le lac Mobutu. Je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Parce qu'ils disent, non, sur le territoire, ces pêcheurs disent non. Nous avons toujours pêché ici, c'était notre territoire, même sous Mobutu, c'était notre territoire. L'Ouganda dit, taisez-vous, retournez là-bas, sinon on vous loge une cale. C'est ça. Et vous allez vous étonner. Hein? Dernièrement, Fachi était en Ouganda, non? Ils ont parlé bien avec Museveni. Vous allez vous étonner, hein? De nulle part. Il y aura un incident qui sort de nulle part, ping. L'Angola va attaquer. Je peux parler de l'Ouganda, va attaquer. Et vous pensez que le Soudan du Sud, lui, il ne regarde pas? Il est en train de regarder, il attend voir. Les Soudanais vont traverser. Les Centrafricains qui ont toujours fait des incursions chez nous, incursion sortie. Là, ils vont faire l'incursion et rester. La Tanzanie, oh que oui, la Tanzanie, la bonne vieille dame là, elle va faire traverser des bateaux. Ils vont venir dans le Tanganyika. Ils vont empêcher, ils vont juste commencer par les pêcheurs. Ils vont tuer nos pêcheurs. Avec comme motif, nos pêcheurs ont empiété dans leurs eaux. On dit non. La délimitation montre qu'ils étaient dans nos eaux territoriales à nous, les Congolais n'ont pas fait de mal. Oh non, ils étaient dans nos eaux, hey! Et ils viennent chez nous. Notre fameux allié, le Burundi, qui ne l'était pas avant, qui ne l'était pas jusqu'au moment où ils sont venus là pour faire, quand nous avons accédé à l'EAC là. Le Burundi était avec le Rwanda et les autres, non? Les forces burundaises étaient chez nous sans notre permission, non? Vous vous rappelez? Sur notre territoire. Du côté de Uvira, les autres là, ils étaient là. C'est quand le Rwanda tente de renverser
Ndaishimiye. Quand Ndaishimiye change maintenant, il vient, Fachi vient m'aider. Et à ce moment-là, c'était le moment que Fachi a sorti les jeunes soldats là, de formation, et ils ont défilé partout. C'est à ce moment-là que le Burundi a dit, oh, ah bon? Il n'y a pas longtemps, je disais aux Congolais, quand nous sommes allés à Arusha, quand nous étions en Tanzanie, là, non, c'était au Kenya. Ah oui, c'était au Kenya ou en Tanzanie? La première réunion là où ils sont allés avec les... Oui, c'était au Kenya. Pour les ententes là du Kenya, là. La feuille de route pour la paix au Kenya. Ndaishimie disait, oh, vous devez déposer les armes parce que nous sommes là, nous allons protéger le pays, vous n'avez pas d'armée, nous sommes là jusqu'à ce que vous puissiez avoir une armée. Il disait ça, il se moquait de nous. Quelques semaines après, Fachi a sorti les jeunes de formation, il les a montrés à la face du monde. Ndaishimie est attaqué par son ami rwandais. Et il court vite. Fachi, Fachi, Fachi. Les soldats congolais viennent, ils repoussent les Rwandais, ils vont sécuriser l'aéroport au Burundi, au Bujumbura là-bas. Vous voyez, hein? Et c'est à partir de ce moment seulement que Ndaishimie commence à être gentil et créer ces relations-là d'alliance. Mais dès que tout ça va éclater, lui aussi, il va juste changer comme si de rien n'était. Comme si il n'avait jamais été. C'est lui qui avait demandé ces alliances-là avec la RDC. Il va nous rentrer dedans. Vous pensez que nous avons une armée pour se battre sur toutes les frontières, nos 9 frontières? Quelle armée? Ne parlons pas du Congo à côté. Le Congo à côté qui même nourrit ceux qui viennent faire des troubles à Kwamut. Il attend aussi que son moment. Vous allez voir, tout d'un coup, on va commencer par tuer les Congolais de la RDC là-bas, dans le petit Congo. On va les chasser, on va les jeter à l'eau. Ça va commencer comme ça. Et puis tout d'un coup, ça s'embrase vers Kwamut encore. Et tant d'autres affaires. Je ne suis pas un oiseau de malheur. Je ne peux pas me plaire de parler comme ça. Mais c'est parce que je vois ce qui arrive. Et si nous ne mettons pas le soldat au centre de tous les intérêts nationaux, on n'aura pas assez d'effectifs. Si nous ne mettons pas le soldat au centre de tous les intérêts nationaux, on n'aura pas de soldats motivés. Si on n'a pas d'effectifs, et on n'a pas de soldats motivés, eh bien, on n'a pas d'armée du tout. La bonne foi de Fachi ne va pas suffire. N'attendons pas. Les Américains ne veulent pas voir les Chinois travailler chez nous. Même si les Chinois ont tout renégocié avec nous en bonne et due forme. Que pour cette fois, ils ne sont pas en train de nous rouler dans la farine. Non, tout a été bien fait en bonne et due forme. Par rapport à ce que Kabila avait fait avant. Kabila, tout ce qu'il voulait, c'est de signer avec des particuliers chinois et puis mettre l'argent dans la poche. Tshisekedi a dit non, pas question de signer avec des particuliers chinois, c'est d'État à État. Et de État à État, ils ont bien négocié, ils ont balisé les choses et ça fonctionne bien. Les Américains ne veulent pas ça. Ils vont venir pour déstabiliser le pays afin que les Chinois sortent de là. Or, les Chinois, je ne les vois pas nulle part chez nous vouloir nous apporter l'aide militaire. Vous avez vu ça, vous?
Je ne pense pas, je n'ai pas vu. Car au même moment, vous savez quoi? Les Philippines vont faire des problèmes à la Chine et la Chine va être en hostilité armée avec les Philippines. Les Américains vont venir aider les Philippins. Pour ne pas parler de Taïwan. Taïwan qui est déjà surarmé comme l'Ukraine. À la seule différence, les Américains ont déjà dit qu'ils vont envoyer des troupes à Taïwan pour défendre Taïwan contre la Chine. C'est que ils vont utiliser d'abord les Taïwanais, de la même manière qu'ils ont utilisé les Ukrainiens. Quand les Ukrainiens se sont épuisés, alors ils ont commencé à venir. Ils attendent que les Russes se fatiguent, mais les Russes, même fatigués, même meurtris, ils n'arrêtent jamais de se battre, car c'est ça. Et ils connaissent ce que ça signifie, être envahi. Ils savent ça. Napoléon y a été. Les Anglais y ont été. Les Turcs y ont été. Les pays scandinaves y ont été. Aujourd'hui, nous avons encore tout l'Occident, l'OTAN, tout là-bas. Ils vont prévaloir parce qu'ils n'ont pas de choix. Quand on n'a pas de choix, on se bat avec tout. Nous, c'est différent. Notre pays est infecté d'étrangers. Notre armée est infectée d'étrangers. La police, l'administration, partout, c'est eux. Et ils sont à la solde de leur pays d'origine, à l'occurrence le Rwanda. Quand ils ne sont pas rwandais, ils sont à la solde du Rwanda, donc de ceux qui supportent le Rwanda, et ils sont prêts à tout. Aucun amour pour le pays, aucun amour du prochain. S'il pouvait juste aimer son prochain, la Congolaise ou le Congolais, il ne ferait pas ça. Mais ils s'en foutent de ce qui arrive aux autres. Des personnes comme ça, il faut être déçu. Il faut être déçu, eux, d'une manière ou d'une autre. De la bonne comme de la mauvaise, surnoisement ou ouvertement, il faut qu'ils sentent qu'eux aussi, ils sont en train de payer le prix pour leur traîtrise, pour leur trahison. Et quand ils commencent à sentir qu'ils sont en train de payer le prix pour ça, directement ou indirectement, ils vont choisir, quitter et continuer ça de l'extérieur, comme Nanga et les autres, les Diomi Donga, là. Ces gens-là sont sortis pour aller faire ça à l'extérieur. Mais il y en a qui sont à l'intérieur. Ils doivent être poussés, soit à sortir, aller le faire de l'extérieur, ou rester à l'intérieur et ne plus le faire. Quand ça, j'avais entendu ça de Lambert Mende un jour. Je ne sais pas, il était sur quelle chaîne de télévision, il a dit, cette phrase-là a dit, quand les dirigeants arrêtent d'être prudents, le peuple tombe. Il faut être prudent et intraitable. Quand on a 100 millions de Congolais
sur lesquels on veille jour et nuit. Il ne faut pas être bon. Il faut être méchant. Vraiment. Il faut être méchant. Et ça, je le dis au président que j'aime, Félix Antoine Tshisekedi. Il faut être méchant. Quiconque met mal à l'aise le peuple congolais doit être mis mal à l'aise. Quiconque tue le peuple congolais doit être tué. Quiconque prive de la nourriture au peuple congolais, donc en détournant les fonds publics ou en délapidant les fonds publics, celui-là qui prive à manger aux Congolais, on le lui prive lui aussi et sa famille. Vous allez, vous lui prenez tout, vous l'incarcérez. Sa famille crève de faim, et voilà. Au lieu que sa famille se gonfle la bédaine et commence à rire des autres, non, non, non. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié quand on a 100 millions de monde sur lequel on garde l'œil quotidiennement. On n'a pas de pitié. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Et j'espère que chacun y trouvera une ou deux informations qui l'interpellent. Et chacun fera son travail. Que nos dirigeants sachent que ce qui se passe ailleurs a des répercussions chez nous. On peut passer des journées à féliciter Fachi pour le travail qu'il fait et qu'il fait beaucoup. Beaucoup de travail, bien. Mais aussi longtemps qu'il ne tourne pas le regard pour ce qui se passe là-bas. Wow. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça vient chez nous. Le feu qui brûle là-bas, il est en train de venir chez nous. Il faut le regarder là-bas. C'est dire qui est son conseiller en matière de sécurité? Qui est son conseiller en matière de sécurité? Patrick Mouyaya, en matière de communication, ne trouve pas qu'il doit faire quelque chose? Éduquer le peuple. Amener le peuple. Notre peuple devrait être vaillant et bienveillant comme le peuple burkinabé l'est. Les jeunes burkinabés, je comprends que le Burkina Faso appartient aux Burkinabés. Leur armée se composait de Burkinabés. Leur police, pareil. Ce n'est pas le cas pour la RDC et je comprends toute cette dimension-là. Mais malgré ça, si on est intraitable, coriace, on va se réveiller le matin, on prend celui-là, qui n'est pas de notre, out. Vous lui donnez son enveloppe, il s'en va. Vous voyez qu'il devait faire le travail comme ceci, il ne le fait pas comme cela parce qu'il veut favoriser le mal. Vous le prenez, vous lui donnez son enveloppe, il s'en va à la retraite. S'il choisit d'aller rejoindre l'AFC et le M23, ça devient plus clair pour nous. Moi, j'aimerais que tous les ennemis du pays qui sont dissimulés parmi nous quittent et qu'ils aillent de l'autre côté. Qu'ils soient face à nous, contre nous. Et là, on le voit. Nanga fait cela. Nanga est de ce côté-là. Et les autres sont là. Est-ce que ça faisait kuna? Ça faisait kenda kuna? Ça m'étonnerait que s'il n'est pas allé là-bas. Ça m'étonnerait. Et nous avons d'autres qui sont à Kinshasa et qui sont des patrons des partis politiques. Qui travaillent pour l'ennemi. Qui sont des députés qui travaillent pour l'ennemi, ils sont là. Aux États-Unis, on cause des accidents, non? Oui.
Il y a des gens qui meurent dans les accidents comme ça aux États-Unis. Les gens qui se noient aux États-Unis. Avez-vous déjà vu un droitier, au lieu de se tirer de son côté droit, mais il se tire une balle de son côté gauche avec la main droite? Une arme à feu, on ne peut la manier qu'avec la main à droite, la main par laquelle on se sert, par laquelle on est à droite. Donc, si on est droitier, si on est gaucher, on va utiliser l'arme dans la main gauche. Si on est droitier, c'est la main droite. Alors, un droitier ne peut que se tirer ici, à droite. Un gaucher ne peut que se tirer à gauche. Mais quand un droitier, au lieu de tirer à droite, il tire à gauche, on trouve que la balle, il l'a entrée par la gauche, ça veut dire... Vous voyez quelqu'un qui a dit quelque chose que le politicien n'aime pas, il est allé faire sa pêche, puis on trouve, oh non, il s'est noyé. Le petit poisson comme ça qu'il allait pêcher l'a entraîné dans l'eau. Et il s'est noyé. Il a perdu vie. Le même véhicule qui conduit chaque jour. Oh, le même véhicule. Cette fois, il n'a pas pu freiner. Les véhicules d'aujourd'hui sont manipulables par satellite à cause de toutes les gadgets qu'on met dedans. On peut contrôler le véhicule d'aujourd'hui à partir du satellite. On peut l'accélérer, on peut le dévier, comme on veut. Et aux États-Unis, c'est très fréquent. Les drones américains tuent des Américains. Il s'en va en vacances dans un pays, boum, on le drone là-bas. Mais les drones congolais ne peuvent pas voir Nanga. Les drones congolais ne peuvent pas tirer sur Nanga. Les drones congolais ne peuvent pas voir le déplacement des troupes rwandaises au sol, chez nous au Congo. Et d'ailleurs, le Rwanda a dit qu'il nous défend de survoler certains de nos territoires à nous. Il nous a imposé une zone d'exclusion aérienne. Rien de Congolais ne peut passer là. Vous voyez? Ah! Et nous, on ne peut rien faire. On n'a même pas un petit obus qui peut traverser la frontière, non? Les obus rwandais viennent, marchent jusque chez nous, sur notre territoire, et tirent dans la direction des peuples congolais. Mais nous, on n'a pas un petit obus qui s'est volé, qui peut s'en aller jusqu'à traverser la frontière. Non, nos obus sont tellement pieux. Nos obus ont de la pudeur. Ils ne peuvent pas, non, 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 non. Nos obus ne peuvent pas faire ça. Nos généraux, quand les soldats rwandais traversent, ils ne peuvent que battre en retraite et n'ont pas tiré sur les Rwandais qui avancent sur notre territoire. Non, les colonnes et des colonnes de véhicules rwandais et ougandais qui passent de Bunagana jusqu'à Kanyabayonga, non, on ne peut pas tirer dessus. Non, non. On ne les voit pas. On s'est juste étonné de les voir. Ah, ils sont à Kanyabayonga. Oh, comment ils sont arrivés ici? On les a pas vus, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient même pas sur la route. Non, nos obus ne peuvent pas faire ça, tirer sur eux. Nos drones ne peuvent pas les voir. Nous n'avons même pas d'amis qui peuvent. Ok, nous pouvons payer des sommes qui demandent pour qu'ils puissent surveiller nos territoires et nous dire au moins ce qui se passe dessus. On voit vos ennemis qui viennent de traverser, ils sont à tel endroit. Hein? Hey, artillerie, voici les coordonnées, tirez. Non, non, non. Nous, on ne fait pas ces choses-là, nous sommes des chrétiens.
Moi, non, 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 il y a un politicien, il y a, non, le général, le chef d'État, c'était le chef d'État-major général, c'est un pasteur. Il ne peut pas tuer, il ne peut pas tuer les Rwandais, mais les Rwandais peuvent venir nous tuer. Non, 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 nous on ne tue pas. Le chef d'État-major, il est pasteur. Et tant d'autres colonels de pasteurs, tous. Non, 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 on ne peut pas tuer le Rwandais. Est-ce que les chérubins au ciel n'ont pas fait la guerre contre Satan? Dieu a envoyé ses forces spéciales et les chérubins, commandés par le général Michael, l'ange Michael. Ils ont combattu Satan. Non, nous, on ne peut pas faire ça. Si Dieu, lui, peut faire ça, non, c'est ses affaires, hein. Dieu, lui, n'est pas pieux, hein. Non, Dieu est violent. Nous, on ne peut pas, nous, non, non, non. Ah, nous prions. Tout le monde à l'église. Nous sommes, tout le monde est frère, tout le monde est sœur. Quand on t'appelle frère ou t'appelle sœur, c'est un statut spécial. Dieu comprend cela. Non, on ne peut pas. Non, 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 ne parle pas des Rwandais, non, non, non. Ouais. Les Rwandais disent qu'il y a eu 300 000 tués chez eux. Le génocide est connu partout au monde. Mais le Rwanda, le même, qui se plaint d'avoir subi le génocide pendant lequel ils ont perdu 300 000, vient chez nous, tue 15 millions. Directement et indirectement, 15 millions. Mais non, on ne peut pas. Et d'ailleurs, si un officiel rwandais traverse la frontière et vient à Goma, nos soldats doivent se mettre à garde-vous et faire une petite parade de connivence. Le président de la République doit passer partout au pays pour conscientiser le peuple, lui faire comprendre le bienfait pour changer la constitution. Et le peuple est prêt. Le peuple le lui demande dès qu'il arrive. Changer la constitution, changer la constitution. Mais Patrick Mouyaya ne peut pas en parler. Non. Oh que non. Patrick Mouya, non, non, la RTNC, c'est vous voyez, la télévision publique. Non, il faut plutôt passer un peu de Ngwasuma, un peu de Dombolo, un peu de musique chrétienne, mais ces affaires-là d'aller dire, non, vous voyez, non, parler des génocides des Congolais, non, c'est offenser les Rwandais, ça c'est un discours de haine. Non, non, on ne peut pas. Moi, Patrick Mouyaya, non. Il faut seulement qu'un ministre vienne devant les journalistes pour faire le devoir de redevabilité et faire qu'il vienne nous donner tout ce qu'il veut là-bas et qu'il mate comme il veut. Et ce n'est pas grave, très cher compatriote. Et c'est ça. Oh, donnez ce poste-là à Lambert Mende. Donnez-lui la chance de servir le pays avant qu'il n'aille à sa retraite, avant qu'il n'aille se reposer, avant qu'il ne se sente fatigué. Il sait bien le faire. Et il n'attend pas qu'on lui fasse la pression pour le faire. Il est proactif. Il regarde, il recherche des plateformes où il doit parler. Il appelle, il y va. Quand un journaliste essaie de l'acculer, il lui retourne la balle. Il n'encaisse pas. Quand il ne cherche pas à accommoder le journaliste, non. Il vient, il a des choses à dire et il les dit. Chaque jour, il va parler partout.
On ne peut même pas faire une petite pancarte dans Kinshasa sur le génocide. On ne peut pas faire une pancarte à Bukavu sur le génocide. À Goma, que chaque Rwandais qui passe, de père ou de mère ou des deux, qui passe et voit et dit je déteste voir cette pancarte. Ça me ronge. Oui, c'est comme ça, ils doivent sentir mal parce qu'ils ont tué des Congolais. Quand ils voient ça, ils doivent le sentir. Ils doivent savoir que nous le voyons. Tout juif qui a l'occasion de parler parle du génocide des juifs. Ça s'est passé des années 40. Mais jusqu'aujourd'hui, ils imposent à tous les pays d'instituer des mesures contre ceux qui nient ou ceux qui modifient ce que les juifs voudraient que soit dit. Tout le monde doit reconnaître leur génocide et soutenir les juifs par tous les moyens. Mais non, nous, on ne peut pas faire des choses comme ça. Nous, on n'est pas juifs, hein. Non. De toute façon, 15 millions de morts congolais, ça fait quoi, 15 millions? Nous ne sommes pas 5 millions? Voilà, nous aussi, on chiale un peu trop, là. Nous sommes 5 millions, on a tué 15 millions. Est-ce qu'il faut pleurer? Un petit 15 millions. C'est comme la population d'Israël. Un matin, on est venu, il n'y avait plus ces 15 millions là. Israël n'existe plus, et le peuple n'est plus là. Et on n'en parle pas là, c'est rien. Mais tout le monde doit parler des 300 000 Rwandais tués par eux-mêmes là-bas, chez eux, au Rwanda. On malmène Bitakwira parce qu'ils parlent de nos morts à nous. Et parce qu'ils pointent au doigt les tueurs des 15 millions de Congolaises et de Congolais. On le malmène partout. On malmène le Camerounais là, qui nous défend partout. Regarde, c'est le Camerounais qui nous défend, puis on va le malmener en France. On ne voit pas le gouvernement congolais derrière lui organiser des marches pour soutenir ce Camerounais là. Non, nous, Congolais, on ne fait pas des choses comme ça. Que celui qui va mourir, qu'il meure. Hein. Mais non, on ne parle pas de ça.